Bonjour à toutes et à tous et surtout, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver de plus en plus nombreux chaque année, fidèles à nos événements, et je vous remercie chaleureusement pour nos interactions, nos échanges au quotidien sur les sujets d'assurance, évidemment, mais qui en fait recouvrent la plupart des sujets de société. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour partager les principales réalisations, les faits marquants, les grands chiffres de l'année 2023, mais nous prendrons aussi un pas de recul pour tirer des enseignements et tracer des perspectives pour l'avenir. Commençons déjà par le fait marquant de cette année 2023, à savoir le fait qu'au global, le risque change d'échelle. C'est en tout cas ce que nous dit notre cartographie des risques. Vous savez, cet exercice annuel que nous menons auprès de 200 experts et dirigeants des compagnies d'assurance, qui évalue à un horizon de 5 ans et sur une échelle de 1 à 5, la sévérité et la fréquence de 25 risques. Il en ressort cette année que plus des 2/3 de ces 25 risques ont vu leur sévérité relevée à la hausse et que pour la moitié d'entre eux, c'est la fréquence qui augmente. On a donc franchi un nouveau seuil dans l'échelle des risques. Et sur le podium, nous retrouvons l'environnement économique, le dérèglement climatique, les cyberattaques. Mais compte tenu de la proximité des scores, ils sont tous autour de 4, plutôt qu'un tiercé gagnant, moi je verrais plutôt 3 ex-aequo, dont je voudrais approfondir avec vous maintenant la dynamique, en commençant par l'environnement économique. Sur le plan macroéconomique, l'activité mondiale a ralenti, et avec elle, la demande extérieure. L'inflation a certes reculé, mais elle est demeurée élevée, ce qui n'est pas sans incidence pour nous, et évidemment j'y reviendrai. Le resserrement monétaire s'est poursuivi, ce qui a conduit à un durcissement des conditions de financement de tous les agents économiques, que ce soit les ménages ou les entreprises. Et avec pour conséquence une chute des flux de placements financiers des Français de l'ordre de 38 milliards d'euros entre 2022 et 2023. En résumé, les Français ont consommé et épargné différemment, et cela a évidemment son importance pour nos métiers. Les événements naturels ont à nouveau significativement marqué l'année 2023. En témoigne cette carte de France qui illustre à la fois la diversité des phénomènes, tempêtes, grêles et même séismes cette année à La Laigne, et aussi la grande hétérogénéité des territoires qui sont concernés par ces épisodes naturels extrêmes. Il n'y a plus de territoire à l'abri. Et c'est bien à un changement d'échelle qu'on assiste, avec la multiplication des phénomènes naturels de haute intensité en 2023. On a eu notamment plus de 15 phénomènes venteux avec des vents supérieurs à 150 km/h, ou encore 14 phénomènes d'inondation pour lesquels, à chaque fois, plus de 15 communes faisaient l'objet d'un arrêté CatNat. Événement naturel en partie expliqué par le dérèglement climatique qui a un effet domino sur les autres risques. En effet, cette année, pour la première fois, nous avons évalué dans la cartographie le degré d'interdépendance des risques. Et il apparaît que le dérèglement climatique est celui qui a le plus d'impact sur tous les autres risques. Le dérèglement climatique a des répercussions sur près de 40% des risques de la cartographie. Il provoque notamment des catastrophes naturelles exceptionnelles, des dysfonctionnements dans les infrastructures, des crises financières ou encore des pandémies qui, à leur tour, augmentent le risque de cyberattaque, par exemple à cause de la fragilité des hôpitaux et des institutions publiques qui en sont la cible, ou encore à cause du télétravail qui expose encore davantage les systèmes d'information des entreprises. Des cyberattaques qui affectent de plus en plus l'activité des entreprises. Ainsi, en 2023, 65% des entreprises déclarent avoir subi des attaques qui ont eu des impacts sur leur business et avec même une perturbation de la production pour 24% d'entre elles. Pour les entreprises qui en sont victimes,
l'impact des cyberattaques est de plus en plus sensible et leur cible se répartit à peu près à part égale entre le vol de données, l'usurpation d'identité et la saturation ou le blocage des serveurs informatiques. Cet accroissement général des risques accroît à son tour le besoin d'assurance des Français. Les Français qu'on interroge par sondage et qui perçoivent avec acuité la montée des risques, passant d'un sentiment qui était plutôt un sentiment de résilience à la fin du Covid, on avait passé cette crise Covid, à un sentiment global de vulnérabilité. Des évolutions qui peuvent s'expliquer en partie par l'actualité des risques. Il y a plus de sécheresse en 2022, plus d'inondations en 2023. Et le point saillant, c'est qu'il y a des risques pour lesquels la perception se dégrade très significativement cette année. C'est le cas de la cybercriminalité, de la dépendance liée à l'âge et des événements climatiques. Et ce sentiment de vulnérabilité, il amplifie la prise de conscience des enjeux d'assurabilité pour tous nos citoyens. Face à ce changement d'échelle, les Français expriment donc un besoin d'assurance. De leur côté, maintenant, face à ce changement d'échelle des risques, les assureurs s'adaptent pour assumer pleinement leur rôle sociétal et être en mesure de répondre aux attentes des Français. Ils s'adaptent en particulier en renforçant leur capital humain. Ainsi, les effectifs de la branche ont continué à croître en 2023 à un rythme de 1,5% contre 0,4% au global d'augmentation pour l'emploi salarié privé en France. Ces dernières années ont été marquées par des niveaux records de recrutement qui compensent largement les départs. Alors, cette performance illustre l'attractivité du secteur, y compris dans un marché de l'emploi qui, en ce moment, est plutôt difficile pour les entreprises, tous secteurs confondus. Attractivité notamment auprès des plus jeunes, avec la très bonne dynamique de l'alternance, qui a progressé de 7% en 2023. C'est un levier important pour attirer les jeunes vers notre secteur et pour les fidéliser. La preuve, une embauche sur 4 correspond à un contrat d'alternance qui s'est transformé en emploi à l'issue de ce contrat. Résultat de cette politique, aujourd'hui, 15% des effectifs totaux de notre secteur sont des jeunes de moins de 30 ans. Les entreprises embauchent beaucoup de jeunes, et en parallèle, elles renforcent aussi les compétences de leurs salariés. Et en la matière, le secteur affiche d'ailleurs de belles performances, que ce soit en termes de taux d'accès aux formations qu'en nombre d'heures de formation suivies. C'est également un sujet stratégique pour nous, fédérations, comme vous l'avez vu avec la publication du livre blanc sur les compétences, un travail collectif avec la FBF et le Syntec, qui était destiné à attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de renforcer les compétences et de les adapter à un monde qui change. Avec le renforcement de notre capital humain, nous avons effectivement la capacité de protéger plus, et c'est ce que les assureurs ont fait en 2023. En auto, cette ambition de protection, elle affronte néanmoins un environnement de changement d'échelle des risques du fait de l'inflation du coût de la réparation qui s'est poursuivi et même amplifié. En 2023, le coût des pièces de rechange a augmenté de 9,5%. Et il a entraîné dans son sillage une forte hausse du coût moyen des accidents matériels qui a augmenté de 8,2% après avoir déjà augmenté de 8,1% en 2022. Une progression qui n'est absolument pas compensée par la baisse de la fréquence des accidents. Autre facteur qui pèse sur la sinistralité automobile, la très nette augmentation du nombre de vols de voitures maintenant depuis 2 ans. Après 15 ans de baisse, on a constaté en 2023 11% de vols de plus par rapport à 2022 et 19% de plus par rapport à 2021. Des vols qui sont majoritairement réalisés de manière électronique, c'est-à-dire sans effraction visible. Face à cette augmentation de la sinistralité, nous agissons
et nous formulons des propositions pour tenter de contenir cette inflation. C'est ce que nous avons fait avec la suppression de la carte verte, remplacée par un dispositif plus simple, plus écologique, plus fiable, l'aboutissement pour la fédération et notre secteur d'un long travail initié il y a plusieurs années avec la construction du fichier des véhicules assurés et ensuite le travail de conviction, d'argumentation auprès des pouvoirs publics pour supprimer effectivement la carte verte, ce qui sera enfin le cas dans maintenant 4 jours. Mais ce qui serait beaucoup plus efficace pour agir sur le coup, ce serait de réduire la durée du monopole des constructeurs sur les pièces de design visibles. Alors, nous accueillons évidemment favorablement la directive qui consacre la fin de ce monopole. Malheureusement, c'est seulement à l'issue d'une période de transition de 8 ans, ce qui est quand même très long. Et nous restons prudents, quoi qu'il arrive, quant à l'impact réel de ce texte en termes de disponibilité des pièces et de baisse de prix induite par le jeu de la concurrence. Notre deuxième proposition, c'est de développer le recours aux pièces de réemploi. Tous les indicateurs sont à la hausse depuis 2018. La part des pièces de remplacement dans les réparations auto est passée de 2,7% en 2018 à 4,9% en 2023. Les centres véhicules hors d'usage, VHU, se professionnalisent, mais il y a encore un véritable déficit d'offres. Et il faut enfin être vigilant pour que la pièce de réemploi ne devienne pas le monopole des constructeurs, ce qui n'irait pas dans le sens d'une maîtrise des coûts de la réparation. Enfin, attention aux fausses bonnes idées au niveau européen. Je pense en particulier au projet FIDA qui vise à l'ouverture des données assurantielles et qui aurait surtout pour conséquence la marchandisation de ces données par les géants de la tech, conduisant également à remettre en cause le principe de mutualisation entre les risques, ce qui menacerait donc l'assurabilité de certains d'entre eux. Avec nos membres, nous sommes entièrement mobilisés contre une telle ouverture des données, parce que les données du contrat d'assurance ne sont pas des données comme les autres. En assurance habitation, là aussi, nous subissons les effets de l'inflation. Le coût de la réparation continue d'augmenter, avec des hausses en 2023 de plus de 10% sur les produits de vitrerie miroiterie, de plus de 6% sur les menuiseries PVC. Et en dégâts des eaux, c'est à la fois la fréquence et le coût moyen qui se dégradent sur 2023, tout comme ils se sont dégradés sur les 10 dernières années. En assurance des professionnels, on note une nette détérioration de la sinistralité de manière tendancielle. Plus 6,7% sur les 5 dernières années contre plus 4,1% sur les 10 dernières années, donc une accélération sensible. Et en 2023, c'est même une dégradation de 11%, en partie, il est vrai, liée à un niveau inédit de sinistres graves, dont la moitié s'explique par les émeutes. Et j'y reviendrai. Sur la durée, la charge des sinistres graves des 5 dernières années, avec beaucoup d'incendies, atteint un nouveau palier, ce palier étant en hausse de 55% par rapport à la moyenne des 5 années précédentes. Et là, pour tenter d'endiguer le phénomène, les assureurs vont lancer en 2024 une étude sur les batteries au lithium avec des cessez-feux qui seront réalisés au CNPP à Vernon. Alors je reviens maintenant sur les émeutes de 2023 qui ont engendré 17 000 sinistres pour un coût de 793 millions d'euros. C'est 3 fois plus que les émeutes de 2005 ou celles du mouvement des Gilets jaunes. Autre différence avec les mouvements précédents, les 793 millions concernent aux 2/3 les professionnels et pour un quart les collectivités locales, soit 200 millions, alors que les épisodes précédents avaient plus largement touché les particuliers et notamment leurs véhicules. Face à ces phénomènes de violence urbaine d'une intensité inédite, dans un moment grave de l'histoire de notre pays, je rappelle qu'en 24 heures, les assureurs ont su prendre des mesures exceptionnelles pour rallonger les délais de déclaration
et verser notamment des acomptes dans les situations les plus urgentes. Les assureurs protègent aussi toujours plus dans un contexte de dérèglement climatique. Avec 6,5 milliards d'euros de sinistres en 2023, 2023 est la troisième année la plus coûteuse pour notre profession. Et alors qu'on avait une moyenne annuelle des événements climatiques était de l'ordre de 2,7 milliards pour la première décennie des années 2000, on est passé ensuite à 3,7 milliards pour la deuxième décennie. Et là, si on fait la moyenne sur les 4 dernières années, on est déjà à 6 milliards d'euros. Donc là, c'est véritablement un changement d'échelle. Les 2 principaux événements climatiques de l'année en termes de coûts se sont concentrés sur le quart nord-ouest du pays avec les tempêtes Ciarán et Domingos, qui ont occasionné 517 000 sinistres pour un coût de 1,6 milliard d'euros. 2 tempêtes qui se classent en 5e position des tempêtes les plus destructrices en métropole. Mais 2023, c'est évidemment également les inondations dévastatrices dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, en novembre 2023 et janvier 2024, des inondations qui ont occasionné beaucoup de dégâts, mais qui sont, ne l'oublions pas, avant tout, des drames humains. Et m'étant rendu sur le terrain à 3 reprises, je peux témoigner de la détresse des habitants qui se demandent aujourd'hui s'ils vont pouvoir continuer à habiter sur place. Je rappelle que ces inondations ont occasionné plus de 40 000 sinistres. Et face à ce drame, les assureurs se sont mobilisés via des mesures exceptionnelles. Je pense en particulier au versement d'acomptes aux sinistrés dans les plus brefs délais. Je pense à la prise en charge des frais de relogement jusqu'à 6 mois en appliquant par anticipation cette disposition de la loi dite Baudu qui ne devait entrer en vigueur qu'au 1er janvier 2024. Et souvenez-vous, l'allongement du délai de relogement faisait bien partie des demandes que nous formulions depuis longtemps dans le cadre de la réforme du régime des catastrophes naturelles. Je pense enfin à l'accélération des procédures d'expertise. Côté fédération, et comme à chaque événement majeur, nous avons activé le dispositif événement de grande ampleur. Nous avons contacté proactivement les pouvoirs publics locaux, les élus, les préfectures, pour les aider dans l'accompagnement des sinistrés. Et en l'espèce, une vingtaine de permanences locales sont tenues sur le terrain pour répondre aux questions des sinistrés. Je ne peux évidemment pas clore cette séquence sur les événements naturels sans évoquer, 4 ans après le séisme du Teil, le séisme de la Laigne qui a frappé 17 000 foyers et dont la charge globale est estimée à 184 millions d'euros. En synthèse, sur l'assurance de dommages et de responsabilité, les cotisations augmentent en 2023 de 6,5%, donc au même rythme que le PIB, mais cette hausse des cotisations ne parvient pas à maintenir le ratio combiné de l'assurance de biens, qui, sous l'effet de diverses pressions, que ce soit l'inflation, les vols, l'aggravation de la sinistralité moyenne, eh bien, ce ratio se dégrade au global de 0,6 points par rapport à 2022, une dégradation quasiment identique sur le marché des particuliers et sur le marché des professionnels. En matière de santé, là aussi, les assureurs protègent toujours davantage les Français. Les dépenses de santé continuent de croître, ce que montre l'évolution de l'ONDAM réalisé. Un ONDAM réalisé qui dérape systématiquement ces dernières années par rapport à l'ONDAM voté. Et si on regarde maintenant les prestations versées par les assureurs santé, elles augmentent à un rythme encore plus soutenu que celui de l'ONDAM réalisé. Et ça s'explique par une série de facteurs dont les mesures nouvelles, telles que celles que nous avons subies en 2023. À titre illustratif, 400 millions d'euros de dépenses en dentaire nous ont été transférés, où nous avons également constaté des extensions successives du 100% santé qui ont donc un impact fort sur le montant de nos prestations.
Et encore, ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres, des mesures nouvelles qui génèrent un montant total de prestations additionnelles d'un équivalent de 1,2 milliard d'euros sur 2023 et 2024. Alors, pour être encore plus parlant, on peut récapituler ces différents impacts en partant d'une base 100 en 2023. On ajoute la croissance de la dépense de base de l'Ondam votée, 3,2%, mais il faut évidemment rajouter la dérive moyenne de l'Ondam réalisé, puisqu'on sait que l'Ondam réalisé dérape toujours par rapport à l'Ondam voté, donc on rajoute 1,1%. Et à ces deux évolutions, il faut rajouter l'impact des mesures nouvelles, qui correspond à 4,1%. Et donc, vous voyez bien qu'au total, les organismes complémentaires en santé sont confrontés à une montée du niveau des prestations absolument considérable, à hauteur de 8,4%. Et une telle inflation dans les prestations se retrouve inévitablement dans les cotisations, parce que je rappelle que la DRES, donc la Direction des études et statistiques du ministère de la Santé, a déjà constaté en 2021 et en 2022 que l'équilibre, les complémentaires santé étaient tout juste à l'équilibre technique. Alors, dans cette situation, nous pensons qu'il faut agir. Agir sur quoi ? Moi, je vois au moins 3 domaines d'action. Le premier, c'est de poursuivre les travaux pour lutter plus efficacement contre la fraude sociale. Deuxième, c'est de questionner le périmètre des garanties obligatoires du contrat responsable. Troisièmement, procéder à une véritable évaluation du dispositif du 100% santé et faire des études d'impact préalablement à toute extension future de ce dispositif. En prévoyance, nous faisons là aussi face à un changement d'échelle depuis le Covid. Il suffit de regarder le nombre de jours d'arrêt de travail qui reste supérieur de près de 24% au niveau d'avant la crise sanitaire. Et en conséquence, les prestations versées par les assureurs continuent de croître de 3,1% en 2023 et en moyenne de 4,7% par an sur les 10 dernières années. D'ailleurs, sur ce marché de la prévoyance, 2023 confirme que les contrats dépendance liés à l'âge ont atteint depuis plusieurs années un plafond de verre avec 2,6 millions de contrats, ce qui rend d'autant plus opportune notre proposition conjointe avec la FNMS qui vise à protéger tous les Français. En synthèse, en santé-prévoyance, sur 5 ans, les prestations affichent un rythme de croissance qui est proche de celui des cotisations. Passons maintenant à l'assurance vie. Dans le contexte macroéconomique que j'ai évoqué tout à l'heure, le flux net d'épargne s'est fortement contracté, passant de 74 milliards d'euros en 2022 à 16 milliards en 2023. Les mouvements ont principalement concerné les dépôts et les livrets bancaires qui ont fondu au bénéfice de l'épargne réglementée et des comptes à terme. La part de l'assurance vie, quant à elle, s'est globalement maintenue à son niveau historique, je dirais, qui se situe entre 15 et 20%, ce qui confirme bien son attractivité. Attractivité qui a d'ailleurs atteint un record avec des cotisations qui, pour la première fois, ont dépassé le seuil de 150 milliards d'euros. Des cotisations qui augmentent à la fois sur les UC, plus 7,4%, et sur les fonds euros, plus 4,1%. Et un niveau d'UC qui atteint lui aussi un plus haut historique à 41%, en progression de 1 point par rapport à 2022. L'assurance vie, c'est aussi un rendement compétitif par rapport aux autres produits d'épargne. Sur l'année 2023, nous avons servi des taux qui ont continué à croître sur les fonds en euros à 2,6%, mais aussi sur les contrats en UC à 6,2%. Et cette performance se constate également sur la durée moyenne des contrats d'assurance vie, où elle est supérieure à celle des autres produits d'épargne. Un rendement qui a été conforté en 2023 par le mécanisme de la participation aux bénéfices, puisque dans cette période de hausse brutale des taux d'intérêt, la provision pour participation aux bénéfices
a été utilisé après des années de dotation, mais avec un niveau à fin 2023 qui s'élève à 4,4% des provisions mathématiques. Parmi les produits d'assurance vie, maintenant, le PER poursuit sa très belle dynamique et les assureurs contribuent très fortement à cette dynamique puisqu'ils représentent les 3/4 des nouveaux détenteurs. Notons toutefois qu'avec 3,3 millions de détenteurs, il reste quand même un potentiel de protection du pouvoir d'achat des Français à la retraite. Et on pourrait donc aller plus loin en dynamisant davantage le PER, par exemple en rehaussant de 10 à 20% le plafond des versements déductibles. Alors, grâce à cette épargne qui leur est confiée, les assureurs financent l'économie réelle et en particulier les transitions durables. Comment ? Le propre de l'assurance vie, c'est de répondre aux besoins des épargnants à toutes les étapes de leur vie. Il s'agit d'un véritable produit couteau suisse qui permet aussi bien de financer l'acquisition d'un bien immobilier, les études des enfants, de préparer sa retraite. C'est un produit qui s'adapte à tous les projets de vie et à l'appétence au risque de chacun. Mais pour que cela fonctionne, il faut évidemment que l'épargnant puisse bénéficier d'un véritable conseil de la part des assureurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes très actifs en France et à Bruxelles pour éviter ce qui serait une véritable catastrophe, à savoir la disparition du conseil pour tous par la disparition du commissionnement comme envisagé dans la Retail Investment Strategy. Catastrophe pour les épargnants, catastrophe également pour le financement de l'économie. Et d'ailleurs, ce devoir de conseil, il est tellement central dans l'assurance vie que dans la loi Industrie verte, nous nous sommes aussi mobilisés pour que l'intérêt des épargnants soit bien pris en compte dans les décrets qui sont actuellement en préparation, et ce notamment en préservant une offre d'assurance vie qui soit large et diversifiée et qui permette donc que l'assuré bien conseillé soit orienté vers l'investissement qui lui est le plus adapté. Et pour cela, les fonds en euros et les UC sont complémentaires et permettent, en les combinant, de créer pour l'épargnant un produit qui corresponde exactement à ses besoins, notamment en termes de profil de risque. Il ne faut en effet jamais oublier que si les assurés s'autorisent une certaine prise de risque via les UC, c'est en général parce qu'ils disposent à côté d'une garantie en capital sur le compartiment en euros. Regardons maintenant les investissements que l'assurance réalise avec cette épargne qui lui est confiée. Première caractéristique, c'est une épargne de long terme puisque la durée moyenne des contrats d'assurance vie est de 13 années et donc ça permet de financer à long terme l'économie et majoritairement les entreprises. Et c'est bien ce que l'on constate. Contrairement à la légende urbaine qui voudrait que les assureurs investissent tout en obligations d'État, la réalité, c'est qu'ils financent les entreprises à hauteur des 2/3 des actifs qu'ils détiennent, soit 1 441 milliards d'euros. Et financement en dette et en capital. Et là aussi, je voudrais rétablir une vérité. Le fonds euro, tout comme les UC, finance le capital des entreprises. Et c'est logique. Le volume des fonds en euros leur permet de faire jouer à plein la diversification et donc d'y incorporer des actifs risqués. Et c'est comme cela que s'opère la magie du fonds euro qui permet d'un côté de répondre à l'exigence de sécurité et de liquidité des épargnants tout en finançant des investissements potentiellement risqués. Si on s'intéresse maintenant au total des placements des assureurs à fin 2023, soit 2 552 milliards d'euros, le mixte reste à peu près similaire, avec 64% à destination des entreprises et 24% pour l'action publique, d'abord en France, mais aussi en Europe et dans le monde. J'ajoute que les assureurs, en tant qu'investisseurs, savent aussi se mobiliser collectivement pour financer les TPE, les PME, les ETI via des programmes de places dédiés. Et c'est ainsi que 3000 TPE, PME et ETI ont été financés pour un montant de 13,2
milliards d'euros. C'est dans ce même esprit que j'ai signé récemment, au nom des assureurs, un engagement visant à financer à hauteur de 400 millions d'euros la construction de 10 000 logements dans le parc locatif intermédiaire. Autre exemple d'investissement à fort impact sociétal, les obligations transition et les prêts participatifs transition sur lesquels nous sommes aujourd'hui entièrement mobilisés. Et dans le même temps, nous savons bien que la transition durable passe aussi par la réduction de l'exposition aux énergies fossiles. Exposition qui, chez les assureurs, ne représente plus que 1% de leur placement après la réduction massive de plus de 20% en 2023. Dans ce contexte de changement d'échelle des risques, les assureurs se préparent et agissent parce qu'ils jouent un rôle clé au sein de la société. Et c'est bien comme cela que les Français nous voient. Ainsi, une récente enquête d'opinion montre que 9 Français sur 10 expriment le besoin d'être assurés. Et c'est même 8 Français sur 10 qui n'envisagent pas d'arrêter de s'assurer pour des raisons financières, et ce, malgré un contexte tendu sur le pouvoir d'achat. Il ne faut pas oublier pour autant les 2 Français sur 10 qui ont aujourd'hui des difficultés à s'assurer pour des raisons financières ou simplement par manque d'informations. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tout récemment signé un partenariat avec les entrepreneurs de la cité qui, par ses actions de micro-assurance, de prévention, de formation, aident à protéger les micro-entrepreneurs. Ce besoin affirmé de protection, conjugué au changement d'échelle des risques, conduit également les assureurs à renforcer encore davantage leur solvabilité, qui atteint au global sur le marché 2,5 fois l'exigence réglementaire. Ce besoin affirmé de protection, conjugué au changement d'échelle des risques, nous conduit également à agir proactivement sur toute une série de risques. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et pour cela, nous proposons de co-construire avec les pouvoirs publics une stratégie nationale de prévention. Une stratégie qui ne soit pas fragmentée, pas localisée sur un seul sujet, pas disséminée. La prévention, c'est le meilleur des outils de gestion du risque. C'est vrai pour tous les risques, sans exception. Et c'est nécessaire pour que la France reste assurable. Je vous remercie pour votre écoute.